Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité régionale, la découverte du nouveau siège social du groupe Le Saint à Guipava dans le Finistère. Le deuxième distributeur de fruits et légumes de France qui totalise 390 millions d'euros de chiffre d'affaires continue son évolution. Nous irons aussi dans les rayons des grandes surfaces où vous pouvez maintenant acheter des fruits et légumes issus de semences paysannes. Un pas en avant pour les producteurs bretons de ces semences interdites à la vente. Et puis aussi découverte de la barge des sapeurs-pompiers de Lorient, un outil indispensable pour le port. La continuité de ce service de sécurité a été assurée ce vendredi. Nous retrouverons aussi aujourd'hui Benjamin Bréon. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et votre histoire de la semaine nous emmène dans les recoins du dark web, l'Internet caché. C'est ça, je vais vous raconter l'histoire d'un Pablo Escobar à la sauce costarmoricaine. Eh bien, on a hâte de découvrir ça, Benjamin. Bienvenue à tous dans cette édition du vendredi 29 septembre 2017 et merci de nous suivre. Et pour ouvrir cette édition, direction Guipava dans le Finistère où le deuxième distributeur de fruits et légumes en France vient de présenter son nouveau siège social. Un investissement de plus de 19 millions d'euros et à terme, plus de 400 personnes pourront travailler sur le site. Christophe Boucher s'est rendu sur place. Visite de fin de chantier sur le nouveau site Le Saint. Si les artisans sont toujours à l'œuvre, Gérard et Denis Le Saint dévoilent leur nouvelle plateforme logistique. 15 000 m² au bord de la RN12, mais c'est à Bourg-Blanc que l'aventure a débuté en 1958. Moi, je me rappelle une photo avec mon père, Antoine, un acheteur-vendeur, et Denis, on était quatre dans le bureau. Et ici, on va être 80. Un bâtiment flambant neuf qui va d'ici quelques semaines accueillir plus de 230 salariés, dont 50 nouvelles embauches. Une belle vitrine, car aujourd'hui, le groupe Le Saint, c'est bien plus que les fruits et légumes. Il y a des gens qui ne savent toujours pas qu'on fait de la marée, alors qu'aujourd'hui, on est un des gros opérateurs français au niveau de la marée. Donc je pense que ce bâtiment va nous donner de la visibilité sur toutes les activités qu'on peut développer aujourd'hui. Mais le développement du bio est un axe sur lequel on travaille et où on avance bien. La partie préemballée, je dirais notamment pour la grande distribution, pour les drives, c'est quelque chose qu'on va également développer. Le réseau Le Saint, c'est aujourd'hui plus de 1500 salariés répartis dans une vingtaine d'entreprises de l'ouest de la France. Un nouveau stade pour le stade brestois. Le projet est de nouveau relancé. Denis Le Saint, en marge de la visite de son nouveau siège social, a indiqué que le projet était en cours de réflexion. Benjamin Bréon nous en dit plus dans l'essentiel de l'actualité. Vers un nouveau stade pour le stade brestois, le club envisage sérieusement la construction d'une nouvelle enceinte. Elle aurait une capacité de 20 à 25 000 places contre 15 000 pour Francis Leblé. Elle pourrait se situer aux zones du Fruit-de-Venne et serait construite sur fonds privés. C'est l'aboutissement de plus de 3 ans de travaux et 3 ans de galère pour les usagers. La nouvelle gare de Morlaix sera inaugurée en grande pompe ce samedi. Près de 16 millions d'euros d'argent public ont été investis dans le projet, dont près de 6 millions pour la seule passerelle. La gare a vu passer en juillet et août quelques 60 000 voyageurs, soit 19% de plus que sur la même période en 2016. 3 manifestants jugés coupables de la destruction du portique Écotac de Saint-Alouestre dans le Morbihan en 2013 ont été condamnés ce vendredi à verser à l'État la somme de 571 147 € en guise d'indemnisation. Leurs avocats devraient faire appel de ce jugement. Les 3 hommes avaient déjà été condamnés au pénal à 6 mois de prison avec sursis. Le portique avait été détruit dans le cadre des manifestations des Bonnets Rouges. Avis de gros son ce week-end à Lehan dans le Finistère où se tient la fête Rave Floor. Déclarée, elle a obtenu le feu vert de la préfecture. Elle avait d'abord été prévue en août mais avait donné lieu à une polémique sur la facturation des services de sécurité, 12 à 13 000 € que les organisateurs ne pouvaient pas payer. Quelques 1000 à 2000 personnes selon la météo sont attendues. À noter, la D15 Corée-Roudoualec sera déviée pendant la fête. Enfin, expérience originale au Moulin Blanc à Brest du surf sur foil tracté par un vélo. C'est la fine équipe du magasin Loisirs 3000 qui s'est prêtée au jeu avec le champion de kite Bruno Sroka. Esthétiquement, ça reste améliorable, mais l'idée y est. Objectif, traverser la rade, vent dans le dos, sans bateau, ni voile, ni pagaie, juste en volant.
Et dans l'actualité également, Brest accueillera 6 matchs du championnat d'Europe féminin de handball en décembre 2018. C'est la première fois que la France organise ce championnat et donc c'est un événement unique pour Brest. 4 autres villes en France seront également hôtes. Alors du 1er au 5 décembre 2018, Brest Arena sera donc le théâtre de 6 rencontres du tour préliminaire du groupe D dans lequel ne se trouve pas la France malheureusement. Ça paraît loin, mais les places sont déjà à vendre et on écoute le comité d'organisation au micro de Ludovic Jean. C'est un moment important dans la vie d'un événement sportif, le lancement de la billetterie, puisqu'on va savoir un peu quel engouement porter par rapport à cet événement. Donc voilà, une étape importante vient d'être lancée. On est dans la dernière ligne droite, on est à peu près à 420 jours de l'événement. C'est un vrai spectacle qui est offert. Et là, on va avoir les meilleures équipes européennes. Et ça, c'est un enjeu fort, puisque les meilleures joueuses européennes, voire joueuses du monde, seront présentes sur les parquets pendant cet Euro 2018. Et à noter que ce vendredi soir à 20h, l'équipe de France affronte le Brésil à l'Arena à Brest en préparation du mondial de handball qui aura lieu en Allemagne début décembre. Un mot de consommation à présent, après Biocoop, c'est maintenant Carrefour qui a décidé de vendre des fruits et légumes issus de semences dites paysannes, car non répertoriés dans le catalogue officiel des semences et variétés. Alors l'arrivée de ces produits sur les rayons de la grande distribution est une aubaine pour un groupement de producteurs bretons bio. C'est le premier groupement à collaborer avec l'enseigne de grande distribution. Le reportage de Camille Pochet. D'anciennes variétés de légumes que cultivaient nos grands-parents ressurgissent. Pourtant, les semences de ces légumes sur le retour, elles, ne sont pas encore autorisées à la vente pour celles qui ne sont pas classifiées par l'État. Un groupement d'agriculteurs bretons bio fait un pas en avant et contractualise avec une grande surface, une première en France. Carrefour vend désormais leurs légumes issus de ces semences dites paysannes et le revendique sur ses étals. 4 ou 5 maisons semencières verrouillent et produisent 95% de la biodiversité sur Terre. Alors c'est très important que le paysan reprenne la main dessus ce volet-là et s'engage tout en autonomie de la production de la graine à la production du légume, quoi. Au sein de ce groupement, les 55 agriculteurs installés en bio s'échangeront aussi des semences paysannes. Objectif, retrouver d'anciennes espèces et en créer de nouvelles. L'association Colcause veillera au développement de cette grénothèque légumière. On a décrété que la semence était bien collectif et donc appartenait à tous les adhérents de Colcause. Chacun des paysans a le devoir de faire au moins une semence sur sa propre ferme. Les graines actuellement sont un peu partout dans toutes les fermes et bientôt donc on aura une maison de la semence. Après la vente de ces légumes aux grandes surfaces, la prochaine étape pour ces agriculteurs serait de pouvoir vendre ces graines. À Lorient, la sécurité de la zone portuaire est assurée depuis 15 ans par une barge des sapeurs-pompiers, un outil unique en France et indispensable pour la ville aux 5 ports. Ce vendredi, la pérennité de cette barge a été assurée par la signature d'une convention. Karine Chevrolier. Avec un débit de 2600 mètres cubes d'eau par heure, soit la capacité de 20 fourgons incendie, cette barge est unique en France. Feux de navires, d'entrepôts ou encore de pétrole font partie de ces domaines d'intervention. Ici, un accident intervient, c'est les dispositifs internes aux différents partenaires qui sont les premiers sur site. Et la barge est là en deuxième rideau en vérité pour arriver avec sa puissance de propulsion et là aussi sa capacité à éteindre, à refroidir des coques, à éteindre des incendies. Enfin voilà, une performance tout à fait notable. Cette barge incendie et le dispositif de sécurité autour représentent un autre atout. Un atout pour le développement économique du 2e port de pêche français, mais aussi 14e port de commerce. De pouvoir pérenniser une barge comme celle-ci, ça nous permet de disposer d'une offre de sécurité qui nous différencie, qui nous rend plus performants par rapport à d'autres ports. N'oublions pas, ces équipements sont en concurrence les uns par rapport aux autres et un armateur qui va analyser le coût global du port de Lorient. Il intégrera aussi la sécurité, qui est une sécurité d'excellente qualité et de rapidité. Pourquoi pas d'obtenir une prime d'assurance un peu moins chère pour intervenir et travailler sur notre port de commerce de Lorient. Coût d'entretien annuel de la barge, 89 000 €, un coût partagé entre le service départemental d'incendie et de secours et les acteurs de la zone portuaire. Et on retrouve tout de suite Benjamin Bréon pour l'histoire de la semaine.
Alors Benjamin, un homme installé en Bretagne, a fait la une de la presse américaine ces derniers jours. Oui, Julie, alors il s'appelle Gal Valerius et il est installé à Plusquelec dans les Côtes d'Armor. Enfin plutôt, il était installé à Plusquelec dans les Côtes d'Armor parce que là, il est plutôt installé dans une prison américaine. Et si ça se trouve, ça va durer longtemps. Il a été arrêté par la DEA, l'agence antidrogue américaine, le 31 août. En fait, on le soupçonne de n'être rien moins que Oxy Monster, l'administrateur de Dream Market, qui est une des plus grosses places de marché du Darknet. C'est une sorte d'eBay de l'illégalité dans laquelle sont mis en relation des acheteurs anonymes et des vendeurs tout aussi anonymes sur des dizaines de milliers d'offres. Sur celle-là, par exemple, près de 50 000 rien qu'en différentes drogues. Mais alors Benjamin, si tout le monde était anonyme, comment s'est-il fait prendre ? Eh ben, il ne faut pas prendre les policiers américains pour des débutants, hein. Eux aussi savent utiliser un ordinateur. Mais surtout, notre homme, qui était très discret sur ses affaires, on s'en doute, l'était beaucoup moins sur sa passion, sa barbe, qui lui a valu une 8e place mondiale à un concours d'amateurs de poils. Pour la montrer sous tous les angles, il était très présent sur les réseaux sociaux. Quand les policiers ont eu des doutes sur son identité, ils ont comparé le style d'écriture d'Oxy Monster au style d'écriture de Gal Valerius. Et là, son compte était bon. Ils n'avaient plus qu'à l'attendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le comble, c'est que c'est en se rendant aux États-Unis pour un autre concours de barbe qu'il a été arrêté. Là, sur son ordinateur, les policiers ont trouvé d'une part la preuve qu'il était bien Oxy Monster et d'autre part 500 000 $ en bitcoins, la monnaie virtuelle qui sert pour les échanges sur le dark web. Et alors en Bretagne ? Eh bien, ils lui ont découvert 3 domiciles, mais aussi à peu près 50 000 € en espèces, plusieurs permis de conduire étrangers, de la cocaïne. Sa compagne, qui se présente comme russe, était sur place et elle a été expulsée dans la foulée. Et alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour lui ? Eh bien, l'enquête suit son cours. On ne sait pas encore, par exemple, comment était organisé son supposé business. Je dis supposé parce que la justice ne s'est pas encore prononcée. On ne sait pas d'où partaient les commandes, s'il était lui-même vendeur, s'il était intermédiaire, etc., etc. Quoi qu'il en soit, il semble que lors de son arrestation, il n'ait pas contesté les faits. Il risque pour ça la prison à vie. Bien, merci beaucoup Benjamin pour cette histoire et plus d'informations à retrouver sur le telegram.fr. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez évidemment sur les réseaux sociaux de TBO et TB Sud, Facebook et Twitter. Il y a également nos sites internet pour regarder les replays de cette émission et de tous nos magazines. On se retrouve lundi à 19h. Bonne soirée et bon week-end.